Bonjour, nous allons commencer avec le premier module consacrant aux généralités. Tout d'abord, un concepteur ou un designer doit comprendre quels sont ses objectifs lors de la réalisation d'une conception ou un design. Il doit s'assurer que les personnes, qu'il s'agisse des intervenants ou de ceux travaillant à proximité, soient bien protégées. C'est notre premier objectif. Et là, on parle de la protection des personnes. On va voir les différents moyens d'assurer la protection des personnes. Nous verrons comment y parvenir à travers le deuxième chapitre consacré au régime du nôtre, à saleté. La deuxième priorité est la protection des biens. Lorsqu'on parle de la protection des biens dans une installation électrique, il s'agit de protéger les éléments essentiels de cette installation, par exemple les câbles, les disjoncteurs, les moteurs et les transformateurs, contre les défaillances susceptibles de causer des dommages. En ce qui concerne les défaillances, si un des équipements n'est pas bien protégé ou correctement dimensionné, cela peut entraîner des surcharges, des courts-circuits, surchauffe de composants. Il peut avoir aussi des harmoniques ou défauts à la tare qui survient lorsqu'un conducteur sous tension entre un contact en direct avec la tare. On va prendre un petit exemple pour comprendre c'est quoi la surcharge. Dans ce schéma, on voit un disjoncteur bipolaire, monophasé en tête de groupe, câblé sous le jeu de barre, le GBD1. Ce disjoncteur alimente trois appareils, machine à laver, sèche-cheveux et chauffage électrique. Le calibre de ce disjoncteur est de 16 ampères, étant donné que nous sommes en monophasé sous une tension de 230 volts plutôt, nous pouvons déterminer simplement la puissance maximale qu'il peut fournir, tout simplement en appliquant la formule de la puissance active, P est égal UI. Du coup, on a une puissance totale de 3,68 kW. Cela signifie que que la somme des puissances des appareils en aval de ce disjoncteur ne doivent pas dépasser cette valeur-là. Sinon, on risque de surcharge. Alors, pour déterminer la puissance totale des trois, consommée des trois circuits, on va tout simplement appliquer la théorème de Bouguereau. Je vous ai mis un PDF qui l'explique dans la description, car ils sont connectés en monophasé. Supposons que les puissances soient les suivantes: la machine à laver qui consomme 2 kW, le sèche-cheveux à 1,5 kW et chauffage électrique 1 kW. Donc la puissance totale, c'est de 4,5 kW. Et on constate que la puissance totale des appareils dépasse la puissance supportée euh, par le disjoncteur. Et cela entraîne une surcharge du disjoncteur. Une surcharge signifie que le disjoncteur va devoir supporter un courant plus élevé que sa capacité nominale, 16 ampères. Et là, on voit bien si on applique euh, la loi d'Ohm, on est bien au-dessus des 16 ampères. On est à 19,57 ampères. Donc, les conséquences d'une surcharge, on peut avoir un déclenchement intense du disjoncteur. Le disjoncteur, du coup, coupera automatiquement le circuit pour éviter des dommages, interrompant ainsi l'alimentation des appareils. Et la deuxième conséquence qu'on peut avoir, c'est le risque de surchauffe. Si le disjoncteur ne se déclenche pas immédiatement ou il est mal dimensionné, il pourrait surchauffer, ce qui augmente les risques de dommages au câblage ou d'incendie. J'espère que cet exemple est clair. Nous avons maintenant passé à autre cas, celui du court-circuit. Alors, un court-circuit, c'est quoi? Un court-circuit se produit lorsque deux conducteurs de potentiels différents, phasé neutre ou bien phase éther, entrent en contact accidentellement, ce qui entraîne un passage brutal d'une grande quantité de courant. Ok? Maintenant, on va considérer un circuit domestique, un petit circuit qui est là, où la résistance globale est initialement de R normal. Ok?
Donc, supposons que ce luminaire consomme une puissance de 2, bah, moi j'ai dit signal luminaire, mais euh, vous avez une quantité de luminaire qui consomme 2,3 en 230 watts. Alors, sous une tension de 230 volts. En condition normale, en appliquant la loi d'Ohm, on peut calculer le courant. I est égal P sur U. Donc, à la fin, on a 10 ampères. D'accord? Ce calcul est valable pour le fonctionnement normal du luminaire. D'accord? Là, je me suis trompé. Là, pour la puissance, c'est 2,3 kilowatts. Euh, je me suis aperçu enfin on va pas alimenter pour un disjoncteur une seule luminaire, on va alimenter une dizaine. Donc c'est pour ça que la puissance c'est x 10, 230 x 10. À la fin, on a un calibre une intensité qui circule dans les luminaires de 10 ampères. D'accord? En cas de court-circuit, et cependant, si les deux conducteurs phase et neutre se touchent, une résistance de court-circuit RCC est très faible, voire proche de zéro. Moi, j'ai mis un 0,1. D'accord? Secret. Donc, dans ce cas, il n'y a plus d'appareil ou de résistance normale pour limiter le courant. Et selon la loi d'Ohm, on va appliquer la même loi. Le ICC devient vraiment élevé si on applique exactement la loi d'Ohm. On a ICC est égal U sur R. On va juste remplacer les valeurs de 230 sur 0,1. Au final, on a 2300 ampères. D'accord? Donc, on s'aperçoit que l'ICC peut atteindre des valeurs très élevées, ce qui peut endommager les équipements et provoquer des déclenchements de sécurité. Alors, pour le troisième objectif à garantir dans notre étude est la continuité de service. Il s'agit d'assurer que l'alimentation électrique soit maintenue de manière fiable avant d'envisager l'utilisation des sources de secours, comme les groupes électrogènes et les onduleurs. Bon, les onduleurs, on les utilise généralement pour un secours immédiat en cas de coupure. D'accord? Et en ce qui concerne la protection, il est essentiel aussi d'optimiser la sélectivité entre les dispositifs de protection. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la sélectivité, ben, tout simplement, elle permet de s'assurer qu'en cas de panne, seul le composant défectueux soit isolé, évitant ainsi de couper l'alimentation de l'ensemble du système ou quoi que ce soit. Essentiel, il faut bien que en cas d'une panne, seul le composant défectueux soit isolé. D'accord? Alors, cette approche, ça permet de minimiser les interruptions et maintient autant que possible la continuité de l'alimentation des autres parties du réseau. Ça, c'est pour le troisième objectif. Pour la quatrième objectif, qui est là, c'est la qualité de l'énergie électrique. Là, s'adresse plutôt aux experts, on peut dire. Et la qualité de l'énergie électrique, c'est un aspect plus technique, mais il reste important à considérer, quoi qu'il en soit. D'accord? Ben, pour moi, ces quatre objectifs sont très essentiels à chaque étude que vous réalisez. Je vous ai fait ici un petit rappel sur les paramètres électriques standards. On a la norme NFC 18500 nous a donné ce tableau-là pour classifier ou bien diviser les domaines de tension en plusieurs domaines. D'accord? Cette norme précise notamment les limites de tension pour chaque catégorie. Nous, ce qui nous concerne, c'est la basse tension. On est pour une tension comprise entre 50 volts et 1 kV en courant continu. D'accord? Ce qui nous intéresse ici, c'est bien la BT, c'est-à-dire des tensions strictement inférieures à 1 kV. Il n'est pas possible de dépasser ce seuil. Ici, je vous présente la face avant d'un disjoncteur de la gamme NSX avec ses différentes caractéristiques.
vous devez bien connaître ces paramètres car lors de la conception d'une installation, le choix du disjoncteur dépend de ces éléments-là. Alors pour moi, le premier paramètre est la tension assignée. Qu'on doit vraiment savoir, c'est la tension assignée d'emploi, qui est la tension de fonctionnement normale déclarée par le fabricant. Généralement, elle est donnée pour un réseau triphasé et vous la retrouvez sur l'étiquette du disjoncteur. Par exemple, ici, la tension maximale, c'est 690 volts. Mais cela peut varier selon les niveaux de protection contre les courts-circuits. ICU, ICS, c'est les courts-circuits. Après, on verra ça plus tard. Et autres paramètres que nous verrons plus tard. D'accord? Ensuite, la tension d'isolement. C'est une information cruciale, surtout pour ceux qui effectuent des tests d'isolement dans une installation électrique. Et là, elle est de 800 volts. Dans ce cas, cette valeur représente la tension maximale que l'appareil peut supporter à long terme, sans risque de défaillance d'isolement. Donc, que la tension ne dépasse pas cette valeur entre l'épaule du disjoncteur, on est bon. D'accord? Là, pour illustrer la tension d'isolement, vous pouvez remarquer l'écart entre les pôles. Là, entre le pôle 1, 2, 2, 3. Enfin, on va dire la phase 1, 2, 3. Tant que la tension entre ces épaules reste inférieure à, à 800 volts, cette valeur, enfin, il n'y aura pas de fuite de courant ou de court-circuit entre eux, ce qui est essentiel pour éviter des défauts d'isolement. D'accord? Pour la troisième caractéristique, c'est la tension de tenue au choc. C'est une caractéristique importante aussi. Ici, elle est de 8 kV. Cette valeur représente euh, la capacité du disjoncteur à résister à des surtensions transitoires de courte durée, comme elles causées par la foudre. Et ces surtensions durent généralement seulement quelques microsecondes. Ouais. Tant que la durée reste limitée, le disjoncteur peut supporter sa tension sans être endommagé. D'accord? Pour la quatrième caractéristique, c'est le courant assigné. Il est normalement, c'est la valeur maximale du courant que le disjoncteur peut supporter, de manière continue bien sûr, sans être endommagé ou provoquer de surchauffe. Par exemple, pour un disjoncteur NSX101, le courant assigné peut être ajusté dans des plages allant de 16 ampères à 100 ampères en fonction de l'utilisation et du réglage du disjoncteur. Gardez bien en tête ces quatre caractéristiques car nous aborderons le reste vraiment en détail dans le chapitre 5. C'est un petit rappel concernant les puissances en courant alternatif et en courant continu. Ça sert pour réaliser des bilans de puissance, etc., etc. Essentiel, il est vraiment important de connaître ces formules. J'ai ajouté un PDF ici dans la description qui résume toutes les formules d'électrotechnique. Il est important de le lire attentivement et de résoudre tous les exercices qui sont accompagnés des solutions. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer un mail. Je vous réponds dans le plus bref délai. Et cela vous aidera à suivre le reste de la formation sans difficulté. Attends, je vais vous montrer le cours. Bah, c'est un PDF qui généralise tous les formules de l'électrotech. Si vous avez tout, vous avez courant mono, triphasé, les différents régimes, les relations entre puissances apparentes, réactifs, tout. Vous avez tout. Théorème de Buchroul, facteur de puissance, compensation de la puissance réactive. Vous avez les exercices avec les solutions. Vous avez tout. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il faut bien lire, pas tout le PDF, mais quand même une grande partie.
D'accord? Parfait. Alors, nous allons maintenant nous concentrer sur l'installation électrique d'une maison individuelle récente, construite sur un petit terrain comme celle-ci. Avant de commencer, je précise qu'il existe plusieurs variantes d'installation et je vais présenter ici le type le plus courant en France. C'est aussi le plus simple, ce qui facilitera la compréhension d'autres types d'installations plus complexes. Alors, quels sont les principaux éléments d'une installation électrique domestique et à quoi servent-ils? Sur ce schéma, vous pouvez voir un poste. Attendez, c'est bon. Vous pouvez voir un poste de distribution électrique dans le domaine public. Il a pour fonction d'assurer, enfin de transformer une haute tension, par exemple là, on est pour 20 kilovolts, et il transforme cette tension de 20 kilovolts en basse tension. C'est-à-dire en sortie, on a 230 volts, qui est la tension délivrée par le réseau de distribution en France, généralement EDF. D'accord? Sur cette représentation, la haute tension est représentée en rouge, la basse tension de 230 volts est représentée en bleu. L'installation électrique individuelle commence au point de raccordement. Là, généralement, on commence par là, qui constitue une dérivation à laquelle est reliée l'installation qui nous intéresse. Maintenant, la liaison au réseau relie ce point de raccordement au coffret de coupure. D'accord? Dans le cas d'un immeuble comportant plusieurs logements, ce coffret s'appelle CCPC. Celui-là, on a CCPI car on a une maison individuelle. Et pour un immeuble, on l'appelle CCPC, le coffret coupe-circuit principal collectif. D'accord? Généralement, le coffret de coupe-circuit principal se situe en limite de copropriété, comme on le voit ici. Il contient des fusibles pour bien protéger les lignes et il permet aux gestionnaires de réseau de distribution de découpler l'installation individuelle du réseau public si nécessaire. D'accord? Le coffret coupe-circuit principal ici est relié au bâtiment par la dérivation individuelle qui passe dans cet exemple par un conduit intégré. Là. Celui-là, il contient des fourreaux. Il contient quoi? Il contient ouais, des fourreaux flexibles et étanches. Là, j'essaie de vous montrer un petit exemple comment. Une minute. Ok, bah je vais vous le mettre à la fin de la vidéo. Comme on avait dit, qui passe par un conduit enterré contenant un fourreau flexible et étanche, appelé TPC pour tube de protection des câbles. Alors, ce fourreau dispose généralement d'une double paroi, une paroi intérieure lisse pour faciliter le passage des câbles et une paroi extérieure, un lait pour renforcer la résistance mécanique. D'accord? Une fois dans le bâtiment, les fils électriques sont reliés à un appareil de mesure qui enregistre la consommation électrique en kilowatts. On est là pour un compteur. Celui-là permettant au fournisseur d'électricité d'établir la facture. D'accord? Et généralement, hein, les compteurs électriques appartiennent aux collectivités territoriales et sont gérés par le distributeur. Vient ensuite l'appareil général de commande et de protection, aussi appelé un disjoncteur de branchement. Celui-là, celui-là, celui-là. D'accord? Généralement, le disjoncteur de branchement, il est câblé juste après le compteur Linky. Il permet de couper l'alimentation de toute l'installation. Si vous coupez ici le disjoncteur de branchement, toute l'installation, ça va être coupé. Donc, il permet de couper l'alimentation de toute l'installation depuis l'intérieur du bâtiment.
si vous avez une maison à l'intérieur de la maison. Il protège aussi contre les anomalies dans l'installation, mais il n'est pas suffisant pour garantir la sécurité des biens et des personnes. D'accord? Euh, je- Généralement, cet appareil appartient au gestionnaire de réseau et marque la limite entre les domaines publics et privés. Public à l'intérieur, privé pardon, à l'intérieur et public à l'extérieur. Alors, tous les éléments en aval de ce pont sont à la charge de l'occupant. Tout ce qui sont là. Vous avez les prises, les différents récepteurs, machines à laver, sont tous à la charge de l'occupant. Alors, une installation électrique doit respecter certains normes. Là, on est pour... je vous ai fait un exemple des limites d'application des normes. On a la norme NFC 1400, définit les règles d'installation d'un réseau de distribution publique. Elle est donc réservée aux distributeurs. Tandis que la norme NFC 1500 régit les installations électriques basse tension en aval du point de livraison. Nous aborderons les différents aspects de ces normes dans la suite du cours. Pour la partie amont des raccordements, c'est la norme NFC 11201, régissant les réseaux de distribution publique d'énergie électrique qui s'appliquent. Après le point de livraison se trouve le tableau de répartition principal, d'accord, qui est le point de départ des différents circuits électriques, chauffage, éclairage, prise, etc., etc. Alors, ce tableau contient des dispositifs qui sont généralement on trouvera des disjoncteurs qui sont des dispositifs comptant le courant d'un circuit lorsque l'intensité excède une limite de sécurité. On trouve aussi des interrupteurs différentiels qui coupent le circuit en cas de fuite de courant. On trouve aussi des dispositifs comme la foudre et le détecteur d'arc, ainsi que d'autres éléments de commande et de programmation peuvent également se trouver dans le tableau. Par exemple, pour commander l'éclairage extérieur, on met une horloge, etc. J'espère que cette partie vous a été utile. Je vous encourage à réaliser les exercices dans les PDF que je vous ai partagés sur la description. Cela vous aidera à bien suivre les prochaines vidéos et à consolider votre compréhension. Dans la prochaine vidéo, qui reste dans la section des généralités, nous aborderons le sujet de la conception de l'énergie réactive. Allez, passez une bonne soirée, bon courage et à bientôt.